Le Covid-19 a provoqué une pandémie, donc lutter pour le réduire, empêcher qu'il ne reprenne et gérer ses conséquences sont des défis mondiaux. Comment faire plus rapidement circuler l'information ? Comment faire coopérer davantage chercheurs et experts au niveau mondial ? Comment mieux programmer la fabrication et mieux acheminer là où ils sont nécessaires les appareils médicaux et les médicaments ? Comment éviter que les États ne ferment leurs frontières ? Et dans le domaine économique, comment limiter les effets de la récession qui sera mondiale ? Quelles mesures prendre contre les effets d'un endettement excessif des États ? Que faire pour les plus démunis qui auront souffert plus que nous de la crise ? Comme le dit Gordon Brown, l'ancien Premier ministre britannique, cette crise doit engendrer une réforme profonde de l'architecture internationale et un niveau tout nouveau de coopération au niveau global. Du pain sur la planche, donc, pour les diplomates. Première question, d'abord, le déclenchement de la crise. Qu'aurait-on pu faire pour empêcher que l'épidémie en Chine ne devienne une pandémie ? En réalité, le Covid-19 aurait dû être traité comme une pandémie dès sa découverte ou au moins dès que les premiers cas de contagion ont été enregistrés ailleurs que dans la ville de Wuhan. Pourquoi ? Parce que c'est un effet de son caractère très contagieux qui a pris tout le monde de court. Un des premiers enseignements de la crise actuelle est donc qu'une épidémie qui se déclenche au niveau local, à moins d'être identifiée très vite et contenue aussitôt, risque de se répandre très vite dans le monde entier. Les gens voyagent, se réunissent dans des conférences, vont au sport d'hiver, se retrouvent sur d'immenses bateaux de croisière, et il suffit que l'un de ceux qui s'y trouvent soit infecté pour que le virus se répande comme une traînée de poudre. Nous ne nous en rendions pas bien compte, car depuis un siècle, depuis la grippe espagnole de 1918, les épidémies ont pu être contenues plus ou moins rapidement. Mais le Covid-19 s'est révélé particulièrement contagieux et d'autres virus à venir pourraient se révéler l'être tout autant ou plus. La première leçon pour l'avenir est donc qu'il faut traiter le mal à sa source. L'ancien Premier ministre suédois Carl Bildt a fait à ce sujet une proposition intéressante. Puisque l'Organisation mondiale de la santé a montré ses limites en la matière et surtout sa faible influence sur le comportement des États, ne faudrait-il pas créer un organe nouveau au niveau mondial qui relierait directement entre eux les responsables opérationnels de la santé, lesquels seraient obligés, par traité, de rapporter immédiatement au niveau mondial le départ d'une épidémie. Si les médecins de Wuhan avaient disposé de cet instrument, nous ne serions sans doute pas ici aujourd'hui à parler de ce problème. Une deuxième question est celle de l'égoïsme national qui s'est manifesté partout dans le monde lorsque la crise est devenue incontrôlable. Quand les produits les plus anodins pour aider les victimes ont commencé à manquer partout, masques, ventilateurs, etc., de nombreux États ont fermé leurs frontières. On a dit que jusqu'à 53 États ont fermé leurs frontières. Même au sein de l'espace Schengen, des contrôles ont été rétablis entre pays pour la circulation de certains produits. Il s'agit d'un problème qui, en tout cas au niveau de l'Union européenne, doit être abordé sans tarder. On parle de la solidarité nécessaire à propos des Corona Bonds, mais il faut d'abord aborder la question en termes de respect du marché unique. Il n'y a pas de ventilateur allemand ou de masque français. Tous ces produits, s'ils sont en Europe, sont européens. Et rétablir des contrôles pour en bloquer le passage est pour moi inadmissible. L'Union européenne devra donc se pencher sur ce problème une fois la crise derrière nous et réglementer clairement en la matière. Autre leçon à tirer, surtout au niveau européen, l'absence totale de coordination entre États sur les mesures visant à ce qu'on appelle maintenant la distanciation sociale. Chacun a pris des mesures au niveau national sans tenir compte, là non plus, de la libre circulation.
Ce qui a fait que quand les Français ont fermé les bars chez eux, ils sont venus s'encanailler en Belgique, puis les Belges, une fois qu'on a rétabli le confinement en Belgique, redécouvrant les charmes des Pays-Bas où les gens n'étaient pas confinés. Et c'est ce qui a incité plusieurs de nos voisins et nous-mêmes à rétablir des contrôles aux frontières extérieures. La question, en fait, est d'abord en réalité une question de timing. On constate que les États n'ont le courage de prendre des mesures que lorsqu'il y a des morts et que donc le mal est déjà fait. Nous avons regardé avec commisération les pauvres habitants confinés à Wuhan sans penser une seconde que nous serions dans la même situation moins de 2 mois plus tard. On a eu pitié des Italiens sans se rendre compte que l'Espagne allait devoir suivre une semaine après, puis la France et la Belgique 2 jours après, puis l'Angleterre quelques jours plus tard, et enfin les États-Unis la semaine suivante. Le seul baromètre utilisé par les responsables nationaux, en réalité, est la statistique des décès et le nombre de lits dont le pays dispose par rapport au nombre de malades graves. Et c'est encore, malheureusement, ces statistiques qui décideront de la date de levée des mesures, dont certaines, comme le confinement, sont pourtant insupportables pour l'économie et pour le moral des gens. Il faudra donc aussi avoir le courage d'aborder cette question après la crise. L'objectif, selon moi, devrait être d'identifier ce qui peut être fait afin d'éviter de devoir en arriver au confinement. Les solutions sont connues, mais le problème, c'est qu'elles vont coûter cher. D'abord, disposer du matériel pour tester une part significative de la population, comme l'Allemagne l'a fait, ça apporte des résultats qui sont déjà sensibles maintenant. Avoir assez de lits en soins intensifs, équipés de ventilateurs, même si la moitié risque de n'être jamais occupée. La Belgique a un beau score à ce propos par rapport à ses voisins. Aussi avoir en réserve par millions, des produits élémentaires comme les masques ou les désinfectants, même si cela coûte cher de les entretenir. Ce sont des choses qui sont donc extrêmement importantes, des leçons qu'on devra tirer de cette crise pour l'avenir, et cela aura évidemment comme effet l'augmentation des budgets de la santé. Mais ne pourrait-on pas imaginer d'atteindre ce type d'objectif, non pas au niveau d'un pays, mais entre pays voisins, ou au niveau européen, ou via une organisation internationale? Jim O'Neill, le président de Chatham House, a fait à ce sujet une suggestion intéressante. Comme on fait des stress tests pour les banques, pourquoi ne pas demander au FMI de faire des stress tests sur les systèmes nationaux de santé? Au moins, ainsi, on aura une meilleure idée de ce dont les États disposent, et en fonction de la nature de la crise, les États pourront collaborer et coopérer de manière plus efficace qu'ils n'ont été capables de le faire dans cette crise-ci. Quatrième question. Si on quitte le domaine médical, le principal défi aujourd'hui est évidemment la coopération internationale pour gérer la crise économique qui s'est déjà enclenchée. Abordons d'abord la question au niveau européen. Bon, tout comme pour la crise migratoire de 2015, on s'est rendu compte que peu de compétences directes ont été données au niveau européen pour gérer une crise comme celle-ci, comme une épidémie. Mais évidemment, pour ce qui est des conséquences économiques, c'est l'Union qui devrait être aux premières loges. Heureusement, après un mauvais départ dans sa communication, Christine Lagarde, comme nouvelle présidente de la Banque centrale européenne, a pris ses responsabilités, et au niveau de la Banque centrale, tout le nécessaire a été fait. Mais la question ne peut pas être entièrement réglée par la Banque centrale. Il faut évidemment aussi que les États interviennent au niveau fiscal. Je crois qu'il faudra beaucoup de diplomatie entre dirigeants européens et avec la Commission européenne pour recréer un climat de confiance entre pays du Nord et du Sud, d'Est et de l'Ouest, surtout évidemment du fait de l'absence jusqu'à présent d'un accord sur le nouveau cadre budgétaire 2021-2027.
La capacité de l'Union pour intervenir est évidemment liée à sa capacité budgétaire, mais les conditions virtuelles de travail qui nous sont imposées actuellement ne sont évidemment pas favorables à une véritable négociation qui mette fin au délicat dossier du Multi-Annual Financial Framework. D'ailleurs, de ce point de vue, il faut bien dire que le travail à distance, l'impossibilité de voyager et l'absence de véritables réunions est une grande difficulté pour le fonctionnement d'une organisation comme l'Union européenne. On le voit par exemple avec la négociation sur la nouvelle relation avec le Royaume-Uni après le Brexit, qui est presque complètement bloquée depuis le déclenchement de la crise du coronavirus. Mais pourtant, nous n'avons pas le choix. Il faut que l'Union européenne soit capable de faire face à cette crise qui a détérioré l'économie de manière plus sérieuse encore que la crise financière de 2007-2008. Si le climat entre membres de l'Union se détériore encore, ou si l'impasse budgétaire demeure, l'Union elle-même, ou en tout cas la zone euro, pourrait très vite se détricoter. En réalité, selon moi, tout le monde devra être mobilisé. Les Nations Unies, via l'OMS, mais aussi pour gérer les conséquences de la crise dans le domaine du développement et de la migration. Le G20 avait prouvé son efficacité dans la crise des subprimes en 2008 et il a été assez vite sollicité pour la crise actuelle. Un sommet virtuel a d'ailleurs déjà eu lieu le 26 mars, dans lequel les leaders du G20 se sont engagés à faire whatever it takes pour surmonter la pandémie. Je doute toutefois que beaucoup d'initiatives se développent cette année dans ce cadre, car c'est l'Arabie Saoudite qui préside et elle semble malheureusement davantage préoccupée par sa querelle avec la Russie sur le prix du pétrole. Et de plus, il faudrait que les réunions ne soient pas sabotées par la querelle commerciale entre les États-Unis et la Chine. Comme on le sait, le président Trump n'est pas un partenaire très facile dans les sommets. J'ai déjà mentionné le problème au niveau européen de la fermeture des frontières. Au niveau mondial, un appel commun a déjà été envoyé par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, la FAO et l'OMS, qui appellent à réduire au minimum les obstacles à la circulation, en tout cas pour ce qui est des denrées alimentaires. Ce sera un problème qui va se poser, étant donné la destruction des chaînes d'approvisionnement. C'est un problème très important qui devra être géré au niveau mondial lui aussi. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale devraient évidemment, à mon avis, être aux premières loges de la coordination mondiale de l'après-crise sur le plan économique. Le FMI, notamment du fait de son rôle dans le soutien aux États en faillite, d'ailleurs il est déjà sollicité par plusieurs pays aujourd'hui. J'ai beaucoup d'admiration pour la nouvelle directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui a fait ses preuves à Bruxelles, et elle devrait certainement être à la hauteur de cette tâche. Quant à la Banque mondiale, depuis longtemps en crise existentielle, elle est évidemment l'organisation indispensable pour gérer les conséquences de la pandémie en Afrique. En conclusion, et pour en revenir à la question de départ, vous aurez bien compris que la crise actuelle est un grand enjeu pour la diplomatie au niveau européen et au niveau mondial. Pour la pandémie elle-même, pour les mesures à prendre pour éviter qu'elle ne se reproduise, et aussi pour gérer ses conséquences économiques et sociales qui s'étendent sur la terre entière. Je vous remercie de votre attention.